Chapitre 1. La dernière note à la Villa Blanche. La tempête éclata avec une violence soudaine sur la côte normande. Le tonnerre déchira le ciel comme un avertissement du destin, et la mer rugit contre les falaises avec une fureur incontrôlable. La Villa Blanche, élégante demeure néoclassique, se dressait fièrement face à l'océan, ses fenêtres tremblant sous les assauts du vent. À l'intérieur, l'atmosphère était tout sauf paisible. Madeleine Desrosiers, matriarche d'une des plus anciennes familles de la région, gisait morte dans son bureau. Son corps gisait affalé, près de la coiffeuse, en acajou. Une expression de surprise, presque de perplexité, toujours gravée sur son visage. Le plus déconcertant n'était ni l'absence de sang, ni le silence de la pièce, mais un détail inhabituel. La boîte à musique en porcelaine posée sur le bureau, une relique allemande que Madeleine ne laissait jamais jouer, tournait lentement, émettant une mélodie douce et mélancolique, la Loreley. La musique s'arrêta juste au moment où mademoiselle Claire Desrosiers, sa nièce et héritière, entra, trempée après avoir couru depuis la serre où elle s'était disputée violemment avec sa tante moins d'une heure plus tôt. Son cri perçant alerta le personnel et, en quelques minutes, la maison entière fut plongée dans un chaos ordonné, porte close, téléphone décroché et les nerfs à vif comme des cordes de violon. Le docteur Fournier, médecin de la ville, a confirmé la mort comme étant naturelle jusqu'à preuve du contraire. Mais quelque chose clochait. La boîte à musique ne sonnait jamais seule. Le lendemain matin, une silhouette de petite taille, vêtue d'un trench coat impeccable, d'un chapeau melon et d'une moustache parfaitement épilée, descendit du train à la gare d'Étretat. Sa démarche était mesurée, presque dansante. À ses côtés marchait le commissaire Roland Marchand, un homme expérimenté au caractère direct et peu enclin à l'art. « Monsieur Poirot » grogna Marchand, en jetant un coup d'œil à la petite valise du détective. « Je ne comprends pas pourquoi on vous a appelé. Il n'y a aucune trace de violence, pas de poison. Rien. »« Ah, mais justement, mon cher Marchand, » répondit Poirot avec un sourire aussi vif que son accent belge. « Quand il n'y a aucun signe physique, il faut chercher les signes psychologiques. »« Que diriez-vous d'une boîte à musique qui joue sans que personne ne l'allume » Marchand renifla. « Tu vas résoudre l'affaire avec des mélodies et de la poésie ?»« Avec mes petites cellules grises, monsieur. Et peut-être avec un rythme musical. » À la Villa Blanche, l'arrivée de Poirot provoqua une vague émotion. Miss Claire, avec ses cheveux noirs et son expression tendue, l'accueillit avec un mélange de soulagement et d'agacement. C'était une jeune femme hautaine, habituée à dominer chaque situation. Mais quelque chose dans le regard de Poirot sembla la perturber. « Voulez-vous voir la scène du crime, monsieur Poirot ?» demanda-t-elle en le conduisant vers le bureau. « Avec plaisir. Mais d'abord… » Poirot s'arrêta devant le piano dans le hall principal. Qui jouait de ce piano? Ma tante, il y a des années. Puis moi, de temps en temps. Oh! Et la boîte à musique, est-ce qu'elle a un mécanisme spécial? C'est un mécanisme mécanique. Une pièce unique, apportée de Leipzig. Mais personne ne savait comment l'actionner. Ma tante le considérait comme sacré. Et pourtant, ça a sonné? Claire hocha la tête avec raideur. Juste au moment où je l'ai trouvé, il jouait. Puis il s'est arrêté.
Poirot inclina la tête. Son regard scruta le salon, le piano fermé, l'horloge arrêtée à 11h07 et le vase tombé près de la cheminée. « Mademoiselle Desrosiers, dit-il d'un ton léger, qui était dans la maison hier soir? Mon cousin Henri, sa femme, Juliette, la gouvernante, Madame Lenoir, et le jardinier, Luc. Tout le monde dormait. J'étais dans la serre, seul. Et il y a eu une dispute avec ta tante? Est-ce pertinent? Tout est relevant. Mademoiselle, dit Poirot, surtout quand une mélodie résonne dans le sang. Tandis que Poirot parcourait l'atelier où Madeleine avait été retrouvée, son attention ne se porta ni sur la boîte, À musique, ni sur le corps déjà retiré. Il observa les objets posés sur la table, une lettre non signée, un verre sans trace de rouge à lèvres et un morceau de musique ouvert posé sur le pupitre du piano dans un coin. le titre « Dernier soupir », dernier souffle. Marchand, murmura Poirot. Dites-moi, ne trouvez-vous pas curieux que la mélodie retentisse au moment même où la dame est en train de mourir, mais que le ressort ne soit pas usé? Que... Veux-tu dire? Poirot se redressa, son expression presque satisfaite. Peut-être que la boîte n'a pas sonné par accident. Peut-être que si inactivée avec intention est, si quelqu'un savait comment le faire. Il ne l'a pas fait pour rendre la mort plus agréable, mais pour l'annoncer. L'affaire, pensa Poirot, ressemblait déjà à une symphonie. Une symphonie où chaque suspect jouait sa propre note, mais où un seul composait la mélodie finale. La question était, qui possédait la partition originale? Chapitre 2. Écho sous la mélodie. Le petit déjeuner à la Villa Blanche était une scène soigneusement orchestré de politesse forcée. La longue table, ornée d'une vaisselle qui semblait n'avoir servi à rien depuis des années, était occupée par des visages tendus et silencieux. Claire Desrosiers coupait son croissant sans le goûter, le regard fixé sur le bord de sa tasse. Henri, son cousin aux cheveux clairsemés et au front moite, feuilletait un journal sans vraiment le lire. Juliette, sa femme, affichait un sourire neutre, telle une actrice sans public. Madame Lenoir, la gouvernante, servait le thé sans lever les yeux. Poirot, pour sa part, mangeait calmement, observant les mouvements de chacun comme s'il s'agissait de notes sur une partition. Quelle était votre relation avec votre tante, Monsieur Henri? Demanda Poirot en tartinant du beurre sur ses tartines. Henri sursauta légèrement. Bien, je dirais. Cordial. Il n'y a jamais eu de dispute. Intéressant. Et vous, Madame Juliette? La femme croisa ses jambes avec élégance. Madeleine. Était compliquée. Elle avait des opinions très tranchées, mais elle était toujours gentille avec moi, même si elle n'approuvait pas entièrement notre mariage. Elle disait qu'Henri avait besoin d'une femme plus pragmatique. Et votre héritage, comment est-il réparti? Pardon? Intervint Claire, d'un ton plus brusque qu'elle ne l'aurait voulu. Poirot haussa un sourcil. C'est un détail pratique, mademoiselle. Les sentiments se cachent souvent derrière les comptes en banque. Saviez-vous si madame Desrosiers avait récemment modifié son testament? Un silence s'est répandu Dans la pièce. Ma tante était réservée dans ses décisions, dit Claire froidement. Mais d'après ce que j'ai compris, sa succession était partagée équitablement entre Henri et moi. Elle ne croyait pas au favoritisme. Et la boîte à musique? Qui savait la faire jouer? Personne, répondit rapidement Juliette. Elle était toujours fermée à clé. C'était plus décoratif que fonctionnel.
Poirot hocha la tête avec une apparente indifférence, mais ses yeux brillaient. Et pourtant, la sonnerie retentit, à l'heure exacte où la dame mourut. Après le petit déjeuner, Poirot demanda à visiter les jardins. Luc, le jardinier, l'accompagna. C'était un homme au visage hâlé, au regard fuyant et aux manières rudes. « Étiez-vous là hier soir ?» Monsieur Luc. Dans ma cabine, j'ai fini l'entretien de la serre en retard. Mademoiselle Claire était là aussi. Jusqu'à quelle heure? Vers 10h30, puis je suis retourné à la cabane. Tu as entendu la boîte à musique? Luc s'est arrêté. « Non, mais le vent était fort. » N'importe quoi aurait pu retentir, je ne l'aurais pas entendu. Poirot remarqua les traces de bottes sur le chemin de gravier, encore fraîches de la pluie de la nuit précédente. « Ce sont les tiens? » Oui, je suis allé vérifier les rosiers. Ce matin, Poirot ne répondit pas. Il caressa une feuille de rosier humide et jeta un coup d'œil à une fenêtre de l'aile est. Cette fenêtre donne-t-elle sur le studio? C'est comme ça. C'est drôle. Parce qu'hier soir, quelqu'un l'a regardé. De l'extérieur. Luc pâlit un instant, mais se rétablit rapidement. C'était peut-être un chat? Peut-être, dit Poirot sans conviction. De retour à l'intérieur, Poirot demanda à voir les affaires du défunt. Claire le conduisit au cabinet de toilette privé de sa tante. Là, tout était symétrique. Les chapeaux alignés, les parfums rangés par taille, les livres classés par ordre alphabétique. Le désordre, pensa Poirot, aurait été plus révélateur. Cependant, une petite boîte en carton au fond de l'armoire attira son attention. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres nouées d'un ruban marron. En les parcourant, Poirot remarqua une chose étrange. Elles étaient toutes adressées à Émilien, un nom jamais mentionné par la famille. Qui est Émilien? Claire fronça les sourcils. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Poirot prit une des lettres et la lut en silence. Puis, il sourit faiblement. Celui qui oublie une chanson partagée ne l'a jamais méritée, est-il écrit ici. Une chanson, oui. Et je me demande si cette chanson était la dernière chose que Madame Desrosiers a entendue. Peu après, Poirot s'enferma dans le bureau avec la boîte à musique. Il observa le mécanisme pendant de longues minutes, touchant à peine ses engrenages, reniflant son bois. « Il n'y a pas de poussière dans le puits, » murmura-t-il. Quelqu'un l'a activé récemment. Et ce n'était pas un accident. Puis, il tourna son regard vers le piano fermé. Il l'ouvrit doucement et joua une note à fer aigu. La même note qui a commencé la mélodie de la caisse claire. Un code musical, se dit-il, ou peut-être un message. Le soir venu, Poirot convoqua discrètement le commissaire Marchand. « Mon ami, il faut savoir deux choses. Qui est Émilien et si le score dernier Soupirel a été composé par un proche de cette maison. Parce que je suis convaincu que cette musique était une signature. » « Pas une coïncidence. » Marchand le regarda avec incrédulité. « Vous insinuez que la boîte à musique était une sorte de lettre de présentation? » Exactement. Et chaque fois qu'il retentit, il nous rapproche non pas du coupable, mais du cœur du problème. Chapitre 3. Le fantôme d'Émilien. Le vent s'était calmé, mais une atmosphère pesante subsistait à la Villa Blanche, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle.
Poirot, assis dans un fauteuil du salon, feuilletait une fois de plus les lettres d'Émilien. Chacune portait une date comprise entre 1899 et 1904, était signée de ses initiales, EB, et toutes écrites à la même encre sépia. D'une écriture d'un autre temps. Cette nuit-là, sous la glycine, ton rire résonne encore, lut-il à voix basse, l'air pensif. Mademoiselle Claire apparut dans l'embrasure de la porte, visiblement plus pâle que le matin. Avez-vous découvert quelque chose, monsieur Poirot? Plutôt, j'ai souviens quelque chose. Une vieille chanson de sa jeunesse. Ta tante avait-elle des amis d'avant son mariage? Claire secoua la tête. Elle ne parlait pas de sa jeunesse, ni de son mari, si ce n'est pour dire qu'il était Mort trop tôt. Et pourtant, Poirot brandit la lettre. Il y a de la passion, des reproches et une absence qui ne se referme jamais. Claire s'approcha prudemment. Pensez-vous que cette personne, Émilien, aurait pu être ici? Poirot lui sourit doucement. Mademoiselle, parfois les fantômes ne se promènent pas dans la maison, mais sont direct set. Émilien était important. Plus que ça, il était un secret. Et les secrets ne sont pas rangés sans conséquence. Pendant ce temps, le commissaire Marchand s'était rendu à la mairie pour consulter les archives. À son retour cet après-midi-là, son expression était moins sceptique que d'habitude. Émilien Benoît, pianiste, né à Rouen, inscrit à Étretat avant la Grande Guerre. Jamais marié. Mais il brandit une feuille jaunie. Il fut arrêté en 1904 pour outrage à magistrat lors d'un scandale à l'église locale. Apparemment, il y eut une dispute avec le fiancé de Madeleine Desrosiers à l'époque. Poirot Se frotta la moustache, et le fiancé, André Lemoine, officier de marine, il a épousé Madeleine 1 mois après l'incident. Et voilà un triangle. un scandale, une blessure qui ne s'est jamais refermée. Mais dites-moi, Marchand, existe-t-il des descendants enregistrés de Benoît? Marchand a nié. Rien. Comme s'il avait disparu. Poirot se leva. Il faut donc envisager la possibilité que ce ne soit pas lui qui ait disparu, mais son héritage. Juliette était dans la bibliothèque en train de feuilleter un magazine de mode, lorsque Poirot l'interrompit. « Excusez-moi, madame, mais vous avez l'oreille musicale, n'est-ce pas? »« Je joue un peu de piano, oui. Pourquoi? Demandes-tu ça? Cet air vous dit quelque chose ?» Poirot s'assit au piano et joua les premières mesures de la Loreley. Juliette fronça les sourcils, puis ses yeux s'illuminèrent. Oui, je l'ai entendu récemment dans cette maison. Quand exactement? Je crois que c'était il y a quelques jours. Claire le fredonnait. Poirot ne réagit pas immédiatement. Il ferma le piano et les remercia d'une légère révérence. Très gentil, madame. La nuit tomba avec un calme étrange. Claire sortit dans le jardin, enveloppée dans un châle de laine, et trouva Poirot qui l'attendait près de la fontaine. C'est Vrai que tu as fredonné la chanson de la boîte à musique? Claire se tendit. Qui te l'a dit? Peu importe. Ce qui compte, c'est pourquoi il le savait. N'a-t-il pas dit que personne ne savait comment le faire sonner? C'est vrai. Mais il hésita une seconde. Je l'ai entendu sonner seul. Une nuit, il y a des mois. J'étais dans le couloir et la boîte a joué un fragment. Ça m'a semblé familier. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça m'est resté en mémoire. Tu n'en as pas parlé à ta tante?
Non, elle m'aurait grondé pour avoir fouiné. Elle a toujours gardé cette boîte, comme si elle était sacrée. Poirot fit un pas en avant. Mademoiselle, connaissiez-vous Émilien Benoît? Le visage de Claire devint tout pâle. Elle essaya de le cacher avec indignation. Comment? Bien sûr que non. Es-tu sûr? Oui. Je n'en ai jamais entendu parler. Poirot baissa les yeux et hocha la tête, comme s'il notait une contradiction. De plus dans son carnet invisible. De retour au bureau, Poirot trouva madame Lenoir en train d'examiner un vase fissuré. Vous voulez quelque chose, monsieur Poirot? Juste une réponse sincère. Vous êtes dans cette maison depuis des décennies. Avez-vous déjà connu quelqu'un du nom d'Émilien? La femme hésita une seconde seulement. Non, monsieur. Poirot s'approcha du bureau. Même pas quand la dame s'est enfermée pour écrire ses lettres. Madame Lenoir le regarda avec prudence, en baissant la voix. Elle n'a jamais envoyé ses lettres. Elle les a écrites et puis les a rangées, comme si elle s'attendait à ce qu'il vienne les chercher un jour. Tu penses qu'il l'a fait? Je ne sais pas. Mais un jour, il y a bien des années, j'ai vu un jeune homme laisser une rose blanche sur le mur du jardin. Elle l'a trouvée à l'aube et n'a pas dit un mot. Poirot se dirigea silencieusement vers sa chambre. Une lettre anonyme, une chanson oubliée, une boîte à musique qui ne résonnait qu'avec du sang, et un amour enfoui sous des décennies de silence. Mais maintenant, il semblait que quelqu'un était prêt à le déterrer. Chapitre 4. La main qui ne jouait pas du piano. Le lendemain matin, Poirot se réveilla avec une idée fixe en tête. Alors qu'il s'habillait soigneusement, un pantalon parfaitement repassé, un gilet ajusté et un mouchoir bleu ciel dans sa poche de poitrine, il murmura. La mélodie n'était pas seulement un ornement, c'était mémoire, un écho. Et les échos ne se répètent que si quelqu'un les fait résonner. À sa descente, il a trouvé le commissaire Marchand dans le hall, visiblement bouleversé. « Je n'aime pas cette affaire, Poirot. Il n'y a pas de crime prouvé, pas de mobile évident, juste une boîte à musique, des lettres non envoyées et des spéculations. » Poirot sourit. « Mon ami, ne vois-tu pas que c'est précisément ce qui rend cela fascinant? Le crime n'est pas dans le sang versé. Il est dans sa intention cachée, était cela, croyez-moi, et beaucoup plus difficile à effacer. » Dans le salon, Claire feuilletait un album photo de famille, mais elle ne semblait y voir aucune photo. Apercevant Poirot, elle referma le livre d'un coup sec. « Avez-vous découvert autre chose? » « Peut-être, mais je n'ai pas encore assez de morceaux. J'ai besoin d'entendre la boîte à musique une dernière fois. Pensez-vous que vous trouverez un indice dans la mélodie? Pas tant dans la mélodie que dans l'arythme avec lequel il est activé. Pourriez-vous m'accompagner? Ils se rendirent ensemble au bureau. Poirot déposa la boîte sur le bureau, observant attentivement la petite clé sur le côté. Il la tourna délicatement. Le couvercle s'ouvrit et se mit à tinter. La Loreley Claire frissonna. C'est exactement comme je m'en souviens. Et ne trouvez-vous pas étrange que, pour quelqu'un comme votre tante, obsédée par l'ordre, elle n'ait jamais pris la peine de le cacher? Claire fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Poirot désigna une encoche irrégulière au fond de la boîte, à peine visible sous le tissu rembourré.
Ceci, mademoiselle, ne fait pas partie du dessin. C'est une modification. Quelqu'un a modifié le mécanisme pour qu'il s'active à l'ouverture du couvercle, sans avoir à tourner la clé. Un déclencheur caché. Et si cette boîte était fermée comme vous le prétendez? Alors, quelqu'un l'a ouvert avant moi. Justement. Claire s'appuya contre le bureau, stupéfaite. Et ça veut dire quoi? Poirot la regarda doucement. Que... Madeleine Desrosiers n'était pas seule lorsqu'elle est décédée. Le même après-midi, Poirot demanda de réunir tous les habitants de la maison dans le salon. Henri se présenta avec une expression inquiète, Juliette avec un air étudié et nonchalant, Madame Lenoir avec un silence sévère, et Luc, le jardinier, avec les mains sales de terre sèche. « Mes amis, dit Poirot debout près de la cheminée éteinte, permettez-moi une observation. Dans les grandes demeures comme celle-ci, les secrets ne disparaissent pas. Ils se cachent dans les murs, dans les objets, même dans les chansons. Et ce crime, car oui, c'en est un, est lié non seulement à la mort d'une femme, mais à la résurrection de quelque chose de bien plus dangereux, le passé. Tout le monde resta silencieux. J'ai découvert que la boîte à musique avait été trafiquée. Quelqu'un voulait qu'elle joue exactement au bon moment. Pourquoi? Pour masquer un bruit? Pour marquer un moment précis? Ou simplement pour signer un acte de justice perverse? Henri haussa un sourcil. Vous insinuez que quelqu'un a assassiné ma tante. Avec une mélodie? Avec intention, monsieur. Et quel meilleur déguisement pour un crime qu'une belle chose? Un objet que tout le monde considère comme innocent. Mais il n'y a pas de musique qui ne révèle l'âme de celui qui la joue. Poirot laissa tomber une lettre sur la table. Une lettre d'Émilien. Qui connaissait cet homme? Personne ne parlait. Jusqu'à ce que Juliette soupire. Pire. J'ai vu son nom un jour, sur une vieille partition. Elle était sur le piano, il y a des mois. Composition d'Émilien Benoît. Je pensais que c'était un compositeur inconnu. Pourquoi ne l'as-tu pas mentionné avant? Je ne pensais pas que c'était pertinent. La partition a disparu plus tard. Claire l'a prise. Tout le monde se tourna vers Claire. Son expression était impassible. « Je l'ai trouvé. Je l'ai gardé. » Il était signé des mêmes initiales que les lettres. Je pensais que c'était quelqu'un d'important pour elle. Tu pensais où avait? Je ne savais rien, dit-elle d'un ton plus fort. Ma tante ne m'en a pas parlé. Poirot s'approcha lentement. Et pourtant vous fredonniez votre musique. Parce que, mademoiselle, toi qu'est celui qui possède son ouïe. Claire le regarda avec confusion. Que veux-tu dire? Qu'elle n'était peut-être pas votre nièce? Ou du moins, pas du côté du mari de Madeleine. Êtes-vous sûr que son père était André le moine? Claire hésita. Pourquoi demandes-tu ça? Parce que les registres municipaux ne mentionnent aucune fille qui l'ait reconnue, seulement Madeleine. Née en 1905 à Paris, lors d'un long séjour de repos. Et savez-vous qui vivait également à Paris cette année-là? Le silence était absolu. Émilien Benoît. Ce soir-là, Poirot se coucha tôt. Avant de s'endormir, il écrivit une phrase dans son carnet de voyage. « Le passé ne tue pas, mais ceux qui le nient le peuvent. » Et même s'il ne parvenait toujours pas à identifier le tueur avec certitude, la vérité se rapprochait.
J'avais juste besoin d'entendre une note de plus. Chapitre 5. La voix qui n'a jamais signé une chanson. Le lendemain matin, le ciel d'Étretat se couvrit de nuages, comme s'il partageait le fardeau invisible qui pesait sur la Villa Blanche. Poirot descendit vers la salle à manger avec sa démarche impeccable habituelle, mais quiconque l'observait attentivement, et rares étaient ceux qui le faisaient, aurait remarqué une ombre d'une intensité inhabituelle dans son regard. Le café fumait dans sa tasse lorsque le commissaire Marchand entra triomphalement, une enveloppe à la main. « Un indice, Poirot !» Les archives paroissiales possédaient ceci: un acte de baptême daté du 14 mars 1905. Madeleine Desrosiers, mère célibataire, père non déclaré. Poirot prit le papier avec précaution. Claire. Oui, elle n'a jamais été la fille d'André Lemoine. C'est donc confirmé, murmura Poirot. Claire est la fille illégitime d'Émilien Benoît. Et Madeleine a caché cette vérité toute sa vie. Et tu penses que ça a quelque chose à voir avec sa mort? Poirot ne répondit pas immédiatement. Ses doigts tapotèrent doucement la porcelaine. Ce que l'on cache en amour réapparaît parfois en colère. Et rien ne laisse de traces, plus dangereuse qu'une identité volée. Dans la serre, Claire se tenait parmi les orchidées, perdue dans ses pensées, qui semblaient vouloir s'en aller. Poirot s'approcha d'elle avec la même douceur qu'un pianiste caressant les touches avant une note délicate. « Saviez-vous que votre mère est allée à Paris pour cacher une grossesse non désirée ?» Claire le regarda fixement. « Tu me parles, toujours en tant que détective, ou en tant qu'homme ? En tant que personne attachée à la vérité, mademoiselle, vous méritez de savoir qui vous êtes. » Elle se retourna, visiblement tendue. « Et cela change-t-il quelque chose, monsieur Poirot, que mon père n'était pas un honorable officier de marine, mais un pianiste mélancolique mort dans l'oubli? Le mobile change. Et, peut-être, la victime. » La victime? Poirot hocha la tête. Ta mère a passé sa vie à protéger un mensonge que tu as commencé à découvrir tout seul, n'est-ce pas? D'abord avec la mélodie, puis avec la partition signée. Et quand tu l'as confronté, Claire baissa les yeux. Il ne voulait pas parler du passé. Il a juste dit qu'il y a des vérités qu'il ne faut pas ouvrir, comme certaines boîtes. Poirot ferma les yeux un instant. Comme la boîte à musique. Peu après, Poirot monta au grenier. Personne ne l'accompagnait cette fois. Là, parmi des malles poussiéreuses et des étagères oubliées, il trouva ce qu'il cherchait. Une boîte rectangulaire en bois, marquée d'une étiquette défraîchie. Partituras, Benoît, à l'intérieur, des pages avec des notes manuscrites, des dédicaces et un carnet avec le titre « Chanson pour Clara ». Non, Claire. Clara, murmura Poirot. Sur la première page, Émilien avait écrit à ma fille, dont je ne connais pas encore la voix, mais que ma musique recherchera toujours. Poirot s'assit sur le coffre et referma lentement le carnet. Le sang qui avait fait sonner la boîte à musique était héréditaire. Rencontrant à nouveau le commissaire, Poirot partagea sa découverte. Madeleine craignait que la vérité ne détruise l'héritage qu'elle avait laissé à Claire. Mais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaissait aussi cette vérité, a agi avant qu'elle ne soit rendue publique. Marchand haussa un sourcil.
Et vous dites que ce n'était pas un crime de cupidité, mais de réputation? Peut-être que c'était les deux. Tu soupçonnes Claire? Poirot a nié. Elle a le mobile émotionnel, oui, mais pas le méthode. Quelqu'un a manipulé la boîte avec une précision mécanique. Cela demande du savoir-faire. De la patience, des outils. Et qui a accès à tout ça? Marchand fronça les sourcils. Luc? Poirot ne répondit pas immédiatement. C'est une possibilité, mais ce n'est pas la seule. À la tombée de la nuit, Poirot demanda à revoir le Piano du salon. Cette fois, il l'ouvrit complètement. Dans le compartiment à cordes, il trouva quelque chose d'inhabituel. Une petite clé ancienne, enveloppée de velours rouge. À côté, un mot sur papier fin, non signé et non daté. Le silence est aussi une forme de pardon. Poirot ferma le piano avec beaucoup de soin. Ce n'était pas un meurtre impulsif, dit-il doucement. C'était un coda la fin d'une mélodie qui résonnait silencieusement depuis des décennies. Ce soir-là, Claire reçut une lettre anonyme glissée sous sa porte. Elle ne contenait qu'une seule phrase, écrite d'une écriture impeccable. Écoutez la musique, et vous saurez qui n'a pas pu s'empêcher de l'écouter. Claire tremblait, parce qu'elle, comme Poirot, commençait à comprendre. La mélodie de la Lovelace n'était pas seulement un ornement funéraire. C'était une confession. Chapitre 6. Le mécanisme sous le silence. Le lendemain, un calme presque artificiel enveloppait la Villa Blanche. Les visages étaient les mêmes, les routines à peine modifiées, mais une tension invisible flottait dans l'air, tel le dernier accord d'une symphonie en suspens, irrésolu. Poirot parcourut le couloir central, s'arrêtant devant chaque tableau, chaque meuble, comme si chaque objet avait quelque chose à déclarer. L'enveloppe anonyme que Claire avait reçue n'avait été partagée avec personne d'autre, mais, ce matin-là, Claire elle-même affichait une expression différente. Non pas celle de la peur, mais celle de la détermination. Marchand, Dit Poirot à voix basse alors qu'ils approchaient du bureau. Le coupable a commis une erreur. Petite, presque invisible, mais fatale. Lequel? Il essayait de contrôler une mélodie, comme si on pouvait manipuler une émotion sans conséquence. mais la musique, mon ami, n'obéit pas à ceux qui ne la comprennent pas pleinement. Dans le bureau, Poirot examina à nouveau la boîte à musique. Portant des gants blancs, il dévissa soigneusement le socle en porcelaine, révélant le mécanisme. Interne. Il découvrit non seulement une modification récente, une minuscule came avait été positionnée pour être activée par une légère pression sur le côté. C'était un travail délicat, presque horloger. Et à côté de l'axe de la pièce, gravée à peine visible dans le métal, il a trouvé des initiales. LM, murmura Poirot. Et Émilien et Claire. Luc Morel. Le jardinier fut discrètement appelé par Marchand. Il entra à contre-cœur, ses bottes marquant les dalles de boue séchées. « Vous connaissez quelque chose aux mécanismes musicaux, monsieur Morel ?» Luc plissa les yeux. « Un peu. Je répare des outils, des charnières, des serrures. Parfois, on me demande des réglages. » « Et la boîte à musique de la dame ?» insista Poirot. « Est-ce qu'elle l'a déjà jouée ?» Luc remua. Non, personne ne l'a touchée. Poirot sortit une petite loupe de sa poche et lui montra une photographie du mécanisme démonté avec les initiales agrandies. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vos initiales sont à l'intérieur? Du ressort,
Luc déglutit. Il baissa les yeux. Mais au lieu de secouer la tête, il murmura. Je viens de le réparer. Je ne savais pas que... Ah, interrompit Poirot. Mais il le savait. Parce que pour installer cette came, il a dû démonter tout le tambour. Et on ne fait pas ça sans activer la mélodie. Vous... Il l'a entendu, monsieur Morel, et il reconnut quelque chose. C'était la même chanson que Claire fredonnait. Je pensais qu'elle était la fille de Benoît. Luc leva les yeux, déchiré entre la peur et la douleur. J'ai trouvé les partitions au grenier il y a des années, une nuit, alors que je réparais une fuite. J'ai vu le nom, les dates et la musique. C'était la même musique que Claire jouait parfois sans savoir pourquoi. Poirot regarda la loupe. « Qu'as-tu fait de cette connaissance ?» Luc n'a pas répondu. « Tu l'as partagée avec Madeleine ?» « Elle le savait déjà, » murmura-t-il. « Elle m'a demandé de ne jamais en parler, de laisser tomber. Mais ensuite, j'ai vu Claire commencer à avoir des soupçons. La musique, la boîte, la lettre. Quelle lettre ? J'en ai donné un sans le savoir. C'était pour Claire, mais il était scellé. Je n'ai su ce qu'il contenait que plus tard. Juliette, à ce moment-là, entra à l'improviste. « Que se passe-t-il ici ?» Poirot se tourna calmement vers elle. « Tu savais pour l'héritage, n'est-ce pas ? Tu savais que si Claire n'était pas une fille légitime, elle pouvait contester le testament. » Juliette cligna des yeux. « C'est absurde. » « Tout va bien. »« Peut-être. Mais toi, la partition signée par Benoît a disparu. Et puis, il a laissé entendre que Claire fredonnait une chanson jamais enregistrée. Comment l'a-t-il su ? » Juliette ne répondit pas. Son regard passa de Poirot à Luc, puis à Marchand. Poirot s'avança. Le véritable crime n'était pas d'avoir trafiqué une boîte à musique, c'était d'utiliser la musique comme menace. Quelqu'un, craignant que la vérité éclate, a voulu mener une attaque préventive, mais pas une attaque sanglante. Quelle meilleure façon de contrôler quelqu'un que de lui faire croire qu'il a hérité d'une malédiction ? Claire, qui écoutait depuis la porte, entra alors avec une enveloppe à la main. « Ceci, je l'ai trouvé dans le piano. Il n'a pas d'adresse. » Poirot le prit. En l'ouvrant, il reconnut la même écriture que le mot « non signé ». Cette fois, on pouvait y lire simplement. La musique était censée être mise de côté, mais elle a insisté pour la laisser partir. Madame Desrosiers savait que Claire découvrirait tout, dit doucement Poirot. Et quelqu'un, craignant que cette découverte ne déstabilise plus qu'un simple héritage, a choisi de la réduire au silence pour toujours. Ce soir-là, Poirot retourna dans sa chambre sans nommer le coupable. Mais il était déterminé. Lors de la prochaine réunion, il révélerait toute la vérité, car dans ce cas, le coupable n'avait pas commis d'erreur en assassinant, mais en essayant de jouer une mélodie qui ne lui appartenait pas. Chapitre 7. La boussole brisée. À l'aube, un silence étrange enveloppa la Villa Blanche. Ce n'était pas la tranquillité naturelle de la campagne, mais un silence pesant et tendu, comme si les murs conservaient les derniers échos d'un cri muet. Hercule Poirot, désormais habillé et peigné, comme s'il était midi au lieu de 6 heures du matin, remonta le couloir en direction du bureau avec un objectif clair, confirmer ce que son petite cellule grise-île le lui avait déjà laissé entendre. Lorsqu'il ouvrit la porte,
il trouva ce qu'il attendait. Le piano, fermé la veille, était à nouveau ouvert. Et sur le pupitre, une partition. Pas n'importe laquelle, mais les scores, dernier soupir, signé par Émilien Benoît. Le même que Juliette prétendait avoir gardé par Claire. Le même, selon Luc, avait disparu des années auparavant. Poirot le prit avec précaution. Il était intact, à l'exception d'une nouvelle note, écrite au crayon d'une écriture hésitante. Il est temps que quelqu'un écoute ce qu'il ne voulait pas entendre, mademoiselle Claire, dit Poirot en la trouvant dans le salon un peu plus tard. Reconnaissez-vous cette pièce? Claire regarda lentement la partition, puis hocha la tête. Oui, c'est celui que j'ai trouvé au grenier, celui que ma tante m'avait interdit de toucher. Elle l'appelait « l'adieu d'un lâche ». Poirot pencha la tête. Choix de mots, intéressant. Mais dites-moi, est-ce que vous la touchez jamais? Claire hésita. Une seule fois. C'était instinctif. Je ne savais pas qui c'était, ni pourquoi ça me semblait si familier, jusqu'à ce que tu me parles d'Émilien. Et qu'as-tu ressenti? Une profonde tristesse, mais aussi un soulagement. Comme si quelque chose, enfoui au plus profond de moi, s'était réveillé. Poirot la regarda tendrement. La musique a ce pouvoir, mademoiselle. Elle exhume des vérités sans mots. Et c'est pourquoi quelqu'un dans cette maison a voulu l'enterrer à nouveau. Mais il a commis une erreur. Il a voulu le faire trop tard. L'inspecteur Marchand fut de nouveau convoqué. Cette fois, Poirot le conduisit dans l'aile privée de Madeleine Desrosiers, où, selon son intuition, se cachaient encore des secrets non révélés. Au fond de l'armoire, après avoir déplacé plusieurs chapeaux à large bord et des boîtes de gants, Poirot trouva une petite boîte en bois munie d'une simple serrure. Il la força avec un outil fixé à sa canne. À l'intérieur, une ancienne copie du testament original et un second document plus récent. Madeleine y transfère l'intégralité de ses biens, pas seulement la moitié, à Claire, daté de 3 semaines avant sa mort. Voilà, dit Poirot en le montrant à Marchand. Voilà la vraie raison. Quelqu'un d'autre le savait? On ne sait pas, mais je le soupçonne. Quelqu'un qui avait accès à ses affaires et qui a peur de tout perdre. Plus tard, Poirot a demandé à parler seul à seul avec Juliette. La femme entra dans la bibliothèque avec un air de calme parfait, bien que ses doigts jouaient avec son alliance comme des clés nerveuses. « Madame, Juliette, vous souvenez-vous avoir dit que vous n'aviez jamais joué de la boîte à musique? »« Bien sûr. Pourquoi le ferais-je » Poirot s'assit en face d'elle. « Parce que tu savais ce que ça voulait dire. Tu connaissais l'air. Et non pas parce que Claire le fredonnait, mais parce que tu l'avais déjà entendu. C'est absurde. » « Vraiment ?» Poirot haussa un sourcil, parce que, d'après le jardinier, vous avez trouvé la partition quand il l'a oubliée sur la table de l'atelier. Et quand Madeleine a appris qu'elle était réapparue, elle était furieuse. Juliette n'a pas répondu. Poirot continua d'une voix douce. Vous saviez que Claire commençait à découvrir la vérité. Et vous saviez aussi que si Madeleine confirmait publiquement que Claire était la fille illégitime d'Émilien Benoît, sa part d'héritage pourrait disparaître. Non pas parce que Claire n'hériterait pas, mais parce que la maison elle-même deviendrait le symbole d'une vérité plus vaste, une nouvelle lignée, un nouveau nom de famille. Et vous, madame,
Vous détestez être dépossédé. Juliette. Se leva brusquement. Vous n'avez aucune preuve. Pas encore. Mais laissez-moi vous demander. Que faisiez-vous la nuit précédant la mort de Madeleine, pendant que tout le monde dormait? J'ai dormi aussi avec Henri. Tu jurerais, Juliette, hésita. Il ne dort pas profondément. Pouvez-vous confirmer, puis-je, parce que jusqu'à présent, votre mari a évité de répondre à des questions directes. Plus tard, Poirot rencontra en privé Henri Desrosiers. Monsieur, savez-vous pourquoi votre femme vous a épousé? Henri se sentit mal à l'aise. Parce que nous nous aimions, je suppose, ou parce que tu étais la clé de cette maison. Henri pâlit. Vous insinuez que Juliette... Je dis que la musique n'était pas ce qu'elle détestait. C'était ce qu'elle craignait. Parce que cela signifiait que tout allait changer. Et Juliette, c'est une femme qui ne tolère pas le changement incontrôlé. Henri ferma les yeux et murmura. Elle m'a dit que Madeleine était malade, qu'elle ne vivrait pas longtemps, que la maison serait à nous. Mais quand j'ai appris le Nouveau Testament, je ne savais pas quoi faire. Et puis, je n'ai rien dit. J'ai eu peur. Poirot hocha calmement la tête. Je comprends. Mais la lâcheté n'est pas un crime. La manipulation. Et le meurtre, si. Ce soir-là, Poirot alluma une bougie sur son bureau. Il ouvrit son carnet et écrivit « Elle n'a pas tué » pour faire taire une mélodie. Elle a tué parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas en composer une autre. Et le lendemain, il les convoquerait tous, car la symphonie du crime allait bientôt prendre fin. Il manquait juste un accord. Chapitre 8. La note qui n'a pas été écrite. La matinée à la Villa Blanche était d'un calme trompeur. Le soleil brillait sur les bougainvilliers suspendus, les domestiques parlaient à voix basse, et l'arôme du café et du pain frais emplissait la salle à manger. Mais derrière cette façade harmonieuse, une agitation invisible régnait. Poirot resta dans la salle de musique, là où presque tout avait commencé, et, si son intuition était bonne, là où tout finirait aussi. Le piano, le pupitre, la boîte à musique étaient plus que de simples objets. C'étaient des acteurs, silencieux, mais éloquents. Le détective a examiné attentivement le score de dernier. Soupirant, Claire entra. Elle portait une robe bleue, foncée, sobre, comme si elle préfigurait la gravité de la journée. « Tu as réuni tout le monde à la maison ce matin, n'est-ce pas ?» Poirot hocha poliment la tête. « Oui, mademoiselle, l'heure de vérité approche, et les vérités doivent être chantées à l'unisson, comme dans une fugue. Et tu sais déjà tout, j'en sais assez, » répondit-elle, avec un léger sourire. « Mais il reste une dernière note à jouer. Et pour cela, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Non pas en tant que témoin, mais en tant que fille. » Claire se tendit. « Je savais tout ça il y a quelques heures à peine. Les lettres, la partition, les paroles de cette chanson que je sentais être les miennes sans jamais les avoir apprises. C'était comme reconnaître ma propre voix pour la première fois. » Poirot hocha la tête avec un soupçon de sympathie. Parfois les liens les plus profonds ne nécessitent pas de sang. Mais dans son cas, il y en a. Le sang d'Émilien. Et ça en a effrayé plus d'un.
Claire baissa les yeux. « Tu crois que Juliette a tué ma tante ? Je pense que ta tante a commis une erreur de jugement. Elle pensait que le silence suffirait à la protéger. Elle n'imaginait pas que ce silence serait utilisé contre elle. » Claire se mordit la lèvre inférieure. « Et si je n'avais pas découvert la vérité ? L'aurait-il laissé mourir en paix ?» Poirot la regarda avec un sérieux inhabituel. « Peut-être, mais il est aussi possible qu'elle ait été condamnée dès la signature du Nouveau Testament. À 11 heures précises, tous les membres de la maisonnée se réunirent dans le salon, comme pour assister à un concert intime, sans applaudissements. Poirot, debout près du piano, ressemblait davantage à un chef d'orchestre qu'à un détective. « Mais, seigneurs et dames, commença-t-il, ce qui s'est passé dans cette maison n'était pas un crime comme les autres. C'était un coda tragique, la dernière note d'une symphonie tissée de secrets, de fierté et de peur. Le silence était absolu. Le seul bruit était le tic-tac de l'horloge murale, dont le rythme semblait avoir été oublié par tous. Poirot a étendu le score au groupe. Cette pièce, composée par Émilien Benoît, a été écrite pour sa fille, Claire. Un témoignage émouvant, une confession muette. Et c'est ce que Madeleine voulait cacher, que sa fille était le fruit d'un amour que la société ne lui aurait pas pardonné. Juliette croisa les bras, hautaine. « Cela ne prouve rien. »« Non, » concéda Poirot. « Mais toi, oui, ça a laissé des traces. C'est toi qui as suggéré la mélodie. Tu as pris la partition à l'atelier quand Luc l'a oubliée. Et c'est toi qui as trafiqué la boîte à musique, ou du moins qui en a donné... » L'ordre. « C'est faux, je n'ai jamais touché à cette boîte. » Poirot ne l'interrompit pas. Il se tourna simplement et appuya sur une touche du piano, fer aigu. La même note qui a ouvert, la Loreley. Vous savez ce qui est drôle, Madame Juliette ? Vous disiez reconnaître l'air parce que Claire le fredonnait. Mais Claire ne faisait que le jouer une fois, secrètement. Luc l'a confirmé. Ce qui veut dire que tu le savais déjà avant. Peut-être parce que tu faisais partie du groupe qui décidait quand la sonnerie devait sonner. Henri, jusque-là silencieux, prit la parole pour la première fois. « Juliette, tu m'as dit que Madeleine était malade, que ce n'était qu'une question de semaines. C'était vrai ?» Juliette, pour la première fois, hésita. « Je n'en étais pas sûr, mais elle était fragile, vulnérable. Et vous pensiez que, si Claire découvrait la vérité, Madeleine modifierait à nouveau son testament. » Juliette ne répondit pas. Mais son visage, blanc comme la partition sur le pupitre, commençait à la trahir. Poirot avançait lentement, mais sûrement. Ce qui s'est passé cette nuit-là était un meurtre déguisé en accident. La boîte à musique était programmée pour fonctionner toute seule, certes, mais aussi pour distraire. Pendant que Claire était dans la serre, quelqu'un est entré dans le bureau, a confronté Madeleine et a probablement menacé de révéler la vérité avant qu'elle ne puisse le faire de son plein gré. Il regarda directement Juliette. Elle a refusé. Et toi, craignant que tout s'écroule, tu lui as administré un poison à action rapide. Un poison indétectable après quelques heures. « C'est une spéculation !» cria Juliette en reculant d'un pas. « Non, madame, c'est une déduction. Parce que le flacon de digitaline
que vous non retournez au garde-manger médical a été retrouvé Ce matin, caché au fond du placard de sa chambre, le visage de Juliette se tordit, non pas de surprise. mais de défaite. Elle allait nous déshériter, murmura-t-il. Et tout ça à cause d'une chanson. Poirot s'approcha. Pas pour une chanson, madame. Pour un vrai, tu as essayé de la faire taire. Mais vois-tu, la musique, comme La vérité trouve toujours un moyen de raisonner. Juliette fut escortée dehors par Marchand. Les autres restèrent silencieux, digérant le poids invisible qui dominait la maison depuis des semaines. Claire, debout près du piano, ne pleurait pas. Mais quelque chose de différent brillait dans ses yeux, la reconnaissance et la liberté. Poirot s'approcha, posa une main sur son épaule et dit doucement « Maintenant, mademoiselle, vous pouvez jouer cette partition. Ce n'est plus un héritage interdit, il est à vous. » Chapitre 9. La mélodie restée incomplète. Les jours qui suivirent l'arrestation de Juliette s'abattirent sur la Villa Blanche avec un étrange mélange de soulagement et de vide. La maison semblait plus grande sans elle, comme si les murs exhalaient une tension moins vive. Cependant, bien que le crime eût été révélé et le coupable identifié, Poirot ne considérait toujours pas la symphonie comme achevée. Le détective était resté dans la maison en tant qu'invité, non pas faute de logement à Étretat, mais parce que quelque chose semblait encore inachevé. Il avait résolu le crime, certes, mais pas l'âme du crime, et cela, pour Poirot, était tout aussi important. Un après-midi, tandis que la brise marine soufflait par les fenêtres du bureau, Poirot observait Claire, assise au piano. Ses doigts se déplaçaient silencieusement sur les touches, comme à la recherche d'une note manquante dans l'air. « Je ne peux pas toucher à tout ça, » dit-il soudain, sans se retourner. Dernier soupira chaque fois que j'arrive à la 3e page. Quelque chose m'arrête. C'est comme si elle ne m'appartenait plus du tout. Poirot, depuis son fauteuil, ferma les yeux. Peut-être parce que la partition n'est pas complète, mademoiselle. Claire se retourna. « Que veux-tu dire ?» Poirot se leva et se dirigea vers le bureau de Madeleine. D'un compartiment inférieur, il sortit une enveloppe scellée à la cire rouge. Je l'ai trouvée cachée parmi de vieilles partitions. Il n'y avait pas d'adresse, mais il était signé des initiales E.B. J'ai pensé le lui donner après que la tempête se soit calmée. Claire le prit d'une main tremblante. Elle l'ouvrit avec précaution et déplia une feuille de papier, écrite à l'encre bleue pâle. « Clara, si jamais cette lettre te parvient, tu sauras qui je suis. Je ne cherche ni pardon ni présence. Je veux juste que tu entendes ce que je n'ai pas pu te dire. La mélodie que j'ai composée pour toi n'est pas complète. La dernière page a été écrite par ta mère, silencieusement, sans signature. Car même si je suis parti, c'est elle qui t'a soutenu. Si jamais tu doutes de qui tu es, joue la mélodie et complète la dernière mesure avec ta propre voix. Ton père, Émilien Benoît. Claire porta sa main à sa bouche, les larmes aux yeux, mais sans se briser. La dernière page. Poirot hocha la tête. C'est au dos. Claire tourna la page. Là, d'une écriture différente, plus ferme et plus soignée, se trouvaient 4 mesures de musique. 4 notes qui concluaient la mélodie
par une longue pause et un accord. Majeur. Ma mère, murmura Claire. Elle a fini la chanson. Poirot murmura. Et c'est toi qui dois le toucher pour la première fois. Ce soir-là, sous une pluie fine qui frappait les vitres comme un métronome naturel, Claire se rassit Au piano, Poirot, Marchand, Luc et même la sévère Madame Lenoir étaient présents. Personne ne parlait. Seul le crépitement du feu dans la cheminée résonnait. Claire prit une profonde inspiration et commença à jouer. Les premières notes étaient mélancoliques, flottant avec la fragilité d'un souvenir oublié. Mais lorsqu'il atteignit la 3e page, là où il s'arrêtait habituellement, ses doigts ne tremblèrent pas. Il tourna la page, posa la lettre à côté de lui et joua les 4 dernières mesures. La musique ne s'est pas terminée en drame ou en fanfare. Elle s'est terminée par l'acceptation, par le pardon. Un silence pesant suivit le dernier accord. non pas par gêne, mais par respect. Poirot rompit le silence d'une voix à peine audible. Une mélodie n'est pas toujours faite pour être entendue. Parfois, elle est faite pour être entendue, héritée. Quelques jours plus tard, Poirot S'apprêtait à partir. Luc l'aidait à porter sa valise dans la voiture lorsque Claire le rejoignit dans le hall. « Tu pars sans dire au revoir ?» Poirot sourit. « Jamais, mademoiselle. Je voulais juste partir sans faire d'histoire. » Claire tendit la partition, déjà soigneusement reliée. « Voulez-vous en garder une copie ?» Poirot secoua la tête avec une élégance naturelle. « Non, non, cette musique a déjà trouvé sa place. Tu n'as plus besoin de preuves de qui tu es. Tu as ton nom, ton héritage, et maintenant ta mélodie aussi. » Claire tenait la partition contre sa poitrine. « Merci, monsieur Poirot. Non seulement d'avoir résolu le crime, mais aussi de m'avoir aidé à me retrouver. » Poirot s'inclina légèrement. « Avec plaisir, mademoiselle. Parfois le mystère n'est pas de savoir qui a tué, mais qui vécut avec la vérité en silence. Et sur ces mots, il monta dans la voiture, laissant derrière lui une villa blanche différente. Non pas à cause de ce qui avait été perdu, mais à cause de ce qui avait finalement été révélé. Une histoire qui n'avait plus besoin d'être cachée entre les barreaux. Chapitre 10. L'écho qui est resté. Bien que Poirot ait quitté la Villa Blanche 3 jours plus tôt, sa présence se faisait encore sentir dans chaque recoin. Le calme était revenu dans la demeure, mais ce n'était plus le même silence oppressant qu'avant. C'était un silence différent, non pas empli de secrets, mais de résonance, comme une pièce où une note grave vient d'être jouée et dont l'écho persiste suspendu dans l'air. Claire, désormais seule à la maison, remplissait ses journées d'une lenteur délibérée. Elle lisait les lettres de sa mère, une à une, comme si elle redécouvrait Madeleine sous un jour nouveau. Le soir, elle s'asseyait au piano, non pas pour s'entraîner, mais pour converser. Elle jouait de courts extraits, parfois tirés de derniers, soupirs, parfois ses propres inventions, et il sentait que dans chaque note il y avait une réponse. Mais ce matin-là, il reçut un visiteur inattendu. Luc Morel frappa timidement à la porte du bureau, son chapeau à la main. « Puis-je... entrer, mademoiselle ?» Claire hocha la tête avec un doux sourire. « Bien sûr, Luc. » Le jardinier entra, avec la maladresse naturelle de quelqu'un
qui ne s'était jamais sentie partie prenante de l'intérieur de la maison. Je voulais juste te dire merci de ne pas m'avoir dit au revoir après tout ce qui s'est passé. Claire s'est approchée et lui a offert une chaise. Tu n'as rien fait de mal, Luc. Tu as gardé un secret qui n'était pas le tien. Tu as réparé des choses que d'autres ont cassées. Et ce que j'apprécie le plus, tu ne m'as jamais vu comme un simple non-hérité. Luc baissa les yeux, visiblement ému. Tu as toujours été Claire pour moi. Ni Desrosiers, ni Benoît. Claire. Et ça ne change pas. Je sais. Luc fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en bois légère et sans ornement. Je l'ai trouvé il y a des semaines. J'allais le donner à Madame Madeleine, mais... Eh bien, je n'ai jamais su si je devais le faire. C'est à son père. Claire ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un médiator en ivoire gravé des... Initiales EB et une petite clé enveloppée de velours. Une clé. Luc hocha la tête. Je pense que ça vient d'un compartiment caché dans le vieux piano droit du grenier. Celui que personne n'utilisait. Claire le regarda, intriguée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Je pensais que ce serait mieux quand tout serait terminé. Mais maintenant, je pense que c'est quelque chose qui lui appartient. Ils montèrent au grenier. Le piano était recouvert d'une couverture, la poussière formant une épaisse pellicule sur le couvercle. Claire la retira, trouva un minuscule trou de serrure juste sous le cadre du clavier et utilisa la clé. À l'intérieur, un compartiment en bois contenait une vieille enveloppe et un cylindre de phonographe enveloppé dans du papier ciré. Claire l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un mot écrit à l'encre délavée. « À ma fille, quand tu penses que tu ne te souviens pas de ma voix, joue ce cylindre. Ce n'est pas mon héritage, c'est ma tentative. » Émilien, Luc alla récupérer le phonographe, toujours en sommeil dans la bibliothèque. Après avoir essuyé la poussière, ils replacèrent le cylindre d'une main tremblante. L'appareil grinça, tourna, puis une voix chaude, légèrement tremblante, emplit la pièce. « Clara, si tu écoutes ça, c'est que tu as trouvé ce que je ne pouvais pas te donner dans la vie. Désolé pour le silence. Je ne savais pas comment le briser sans te briser. Mais cette chanson a toujours été à toi. » Un bref silence, suivi, et puis la mélodie. Dernier soupir, joué au piano d'une main tremblante mais sincère. Ce même morceau que Claire avait appris à aimer sans savoir pourquoi. Mais maintenant, enfin, elle savait d'où il venait. À la fin de l'enregistrement, Claire ne pleura pas. Elle ferma simplement les yeux et répéta doucement « Merci. Papa ?» Ce soir-là, Claire écrivit une lettre. Elle n'avait pas de destinataire. Ou peut-être en avait-elle un, mais n'avait-elle pas besoin d'être envoyée? Elle la laissa sur le piano principal, à côté de la partition déjà reliée. On pouvait y lire. Je n'ai plus peur de la musique. La mélodie est à moi maintenant. Pas parce que j'en ai hérité, mais parce que j'ai décidé de le toucher. Ailleurs en France, dans son appartement méticuleusement rangé, Hercule Poirot ouvrit une lettre sans adresse de retour. C'était une simple enveloppe blanche. À l'intérieur, une simple feuille de papier. « Monsieur Poirot, voici la version finale de la partition. Je l'ai signée de mon nom complet pour la première fois.
Merci de me rappeler que la vérité n'a pas besoin de se cacher derrière une mélodie. Claire. Benoît. Poirot sourit, posa la partition sur son bureau et murmura. Ah, enfin, l'harmonie. Chapitre 11. Le dernier accord. Malgré la paix qui régnait sur la Villa Blanche, tous les échos ne s'étaient pas complètement dissipés. Certains, comme les notes aiguës qui résonnent même piano fermé, persistaient dans les recoins les plus inattendus. Claire Benoît, car elle signait désormais de son vrai nom, s'était installée dans la maison avec une sérénité cultivée. Cependant, une ombre discrète planait sur la demeure, et Poirot, même de loin, n'avait pas manqué de la remarquer. Un matin, près d'une semaine après avoir reçu la lettre contenant la note finale, Poirot reçut une autre lettre, plus courte. L'écriture était rapide et nerveuse. « Monsieur Poirot, Luc a disparu. Il est allé chercher du bois et n'est jamais revenu. Il n'a pas laissé de mots. Il n'a trouvé que sa veste sur le haillon. Quelque chose ne va pas. » Claire Poirot ne perdit pas de temps. Ce détail apparemment mineur était déplacé, et dans la musique du crime, les dissonances étaient toujours les préludes à des vérités plus profondes. Il rentra à Étretat en fin de journée, son chapeau bien droit malgré le vent. À la Villa Blanche, Claire l'accueillit d'un air grave. « Nous avons fouillé la zone boisée. Marchand a envoyé 2 agents. Rien. Luc a disparu sans laisser de traces. Aviez-vous des ennemis? Non. Au contraire, il était réservé, certes, mais tout le monde le respectait. Et cette disparition coïncide-t-elle avec d'autres événements récents? Claire hésita. Il y a quelques jours. J'ai reçu un appel. Ils n'ont rien dit. Ils ont juste posé la boîte à musique à côté du téléphone, et la mélodie a commencé à jouer. J'ai cru à une blague, ou peut-être à une illusion. Mais non. Quelqu'un a activé le même mécanisme dehors de cette maison. Poirot fronça les sourcils. Alors il y a quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui ne voulait pas que la mélodie meure avec Juliette, quelqu'un qui l'utilise encore, comme un avertissement. Cette nuit-là, Poirot fit le tour de la maison, lampe torche à la main. Il ne cherchait pas d'empreintes, mais des motifs. Les maisons, comme les gens, ont leurs habitudes. Et la Villa Blanche, même si ses mystères étaient résolus, conservait encore des détails. Dans la bibliothèque, il découvrit une fissure derrière l'étagère de philosophie. Il appuya sur le bord et elle pivota légèrement. Une chambre secrète. Pas une pièce secrète, mais un interstice entre les murs. À l'intérieur, des étagères remplies de documents anciens, de livres interdits, de partitions oubliées, et autre chose encore, un carnet, sans titre. Poirot l'ouvrit. Les premières pages étaient écrites de la main de Madeleine. Mais les suivantes étaient de Juliette. Si elle découvre la vérité, elle me prendra tout. Si Henri n'ose pas agir, je devrais le faire. Et si Luc a des soupçons, j'ai des moyens de le convaincre de se taire. Poirot ferma lentement le carnet. Donc, Weyhill savait. Tout. Depuis longtemps. Et il a agi avant même que la première mesure ne soit jouée. Mais le plus inquiétant n'était pas le contenu, mais une page arrachée à la fin. Claire demanda Poirot en retournant au salon. Luc t'a-t-il déjà parlé d'un endroit où il pourrait s'échapper, un endroit où il se sentirait en sécurité? Claire réfléchit quelques secondes. La cabane sur la falaise, un vieux hangar. Il la restaurait pendant les étés. Il disait que c'était son refuge, sa partition silencieuse.
Alors il faut y aller. Ils montèrent à la lueur des lanternes à minuit. La mer rugissait en contrebas, telle une bête antique. À leur arrivée, ils aperçurent une légère fumée s'élever de la cheminée de la cabane. Claire ouvrit la porte à la volée. Luc était là, assis sur une couverture, avec une blessure au front et les yeux manquants. « Luc !» s'exclama Claire en courant vers lui. « Que s'est-il passé ?» Luc murmura à peine. Ce n'était pas seulement Juliette. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne voulait pas que je parle. Ils m'ont battu. Ils ont laissé ça. Il tendit une enveloppe, humide. Poirot la prit. À l'intérieur, une feuille de papier avec seulement 3 mots. La musique continue. Poirot rangea calmement l'enveloppe. Alors, ce n'est pas encore fini. De retour à la maison, Poirot griffonna une dernière ligne dans son carnet. Le crime était plus grave qu'un meurtre. C'était tout un orchestre, et nous n'avons vu que le premier violon. Pendant que Claire s'occupait de Luc, Poirot ferma la partition finale au piano. Il joua une seule note, un fa dièse, et murmura « Une note qui n'appartient pas annonce toujours qu'une autre mélodie est sur le point de commencer. » Chapitre 12. La symphonie de la vérité. Le lendemain matin, le ciel était clair, mais dans le cœur de Poirot, le ciel restait nuageux. La découverte de la caméra cachée, du carnet contenant des aveux partiels et la disparition forcée de Luc confirmèrent ce qu'il craignait déjà. Juliette Desrosiers n'avait pas agi seule. Il y avait un second témoin dans l'orchestre du crime, une présence silencieuse restée dans l'ombre, même après son arrestation. Et maintenant, avec Luc de retour et blessé, cette ombre était plus proche que jamais. Poirot rassembla tout, le monde dans la salle de musique, Claire, l'air déterminé, Luc, un bandage sur l'arcade sourcilière et les mains fermement jointes, Madame Lenoir, toujours aussi rigide, et enfin Henri Desrosiers, nerveux, avec le visage d'un homme qui a été trop près d'une vérité qu'il ne peut accepter. Poirot se tenait près du piano fermé, comme il l'avait si souvent fait. « Mes amis, il est temps de conclure cette Mélodie, non pas avec un accord final, mais avec la vérité. » Henri fronça les sourcils. « N'est-ce pas ?» Tout n'est-il pas déjà résolu? N'est-ce pas Juliette qui... Ah, monsieur Desrosiers, interrompit doucement Poirot. Juliette était coupable, oui. C'est elle qui a orchestré la mort de Madeleine, celle qui craignait que Claire n'hérite seule de la fortune et ne révèle sa lignée. Elle a trafiqué la boîte à musique, utilisé du poison, caché la partition. Et pourtant, même Juliette n'a pas pu tout faire. Seule, tout le monde s'est regardé. Elle avait besoin de quelqu'un, ayant accès à la pharmacie, poursuivit Poirot. Quelqu'un qui puisse se déplacer dans la maison sans éveiller les soupçons. Quelqu'un qui sache où Madeleine cachait des documents privés. Et surtout, quelqu'un doté d'un pouvoir encore plus grand que l'ambition. Une dette émotionnelle. Poirot tourna son regard vers Madame Lenoir. « Vous, madame, avez servi cette maison plus longtemps que quiconque. » « Et vous l'avez fait avec une loyauté à toute épreuve. Mais pas envers Claire. Pas même envers Madeleine. » Les yeux de la femme tremblaient légèrement. « Mon devoir était envers la dame. Respecter sa volonté. Mais lorsqu'elle a décidé,
De modifier son testament pour la dernière fois, dit Poirot sèchement. Vous avez été alarmé, non pas par l'argent, mais par ce que cela impliquait. Que la fille illégitime d'un pianiste bohème puisse hériter tout ce que le nom Desrosiers disparaisse. Claire éleva la voix, blessée. Alors tu as aidé Juliette, par fierté? Madame Lenoir détourna le regard. Je l'ai juste mise. En contact avec quelqu'un. Elle voulait une solution rapide. Et je pensais que Madeleine avait perdu la tête. Poirot hocha la tête. Et c'est comme ça que Juliette a eu accès au flacon de digitaline. Tu l'as sorti. Tu as verrouillé. Les portes ce soir-là pour que personne ne voie Juliette entrer dans le studio. Et puis tu as pensé que tout s'arrêterait là. Luc, d'une voix rauque, intervint. Jusqu'à ce qu'il trouve le Nouveau Testament. Poirot se tourna vers Henri. « Et vous, monsieur, vous l'avez lu avant tout le monde, n'est-ce pas ?» Henri resta silencieux. Juliette me l'a montré, a-t-il avoué. Elle m'a dit que je devais le détruire, que Madeleine n'allait pas bien, que c'était la folie d'une femme vieillissante. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas eu le courage. Je suis juste parti. Et avec cela, dit Poirot, il est devenu complice par omission. Claire se leva lentement. Et tout ça, pourquoi? Pour protéger un nom qui n'a jamais été propre? Pour m'empêcher de jouer une mélodie qui a toujours été la mienne? Madame Lenoir parlait d'une voix brisée. Ta mère vivait dans la peur de ce qu'il dirait, de ce qu'il ferait. Je voulais juste que son sacrifice ne soit pas vain. Poirot secoua doucement la tête. Mais la véritable erreur a été de croire que le sacrifice signifiait renoncer à la vérité, alors qu'en réalité, c'est le silence qui a tout détruit. Peu après, Marchand arriva avec ses hommes. Madame Lenoir fut arrêtée sans résistance. Henri fut libéré sous caution, dans l'attente d'une déclaration. Luc retourna dans son jardin, plus âgé d'esprit, mais plus libre. Et Claire s'assit au piano pour la dernière fois de la semaine. Pas pour la pratique. Ne pas pleurer, mais pour fermer. Il a joué dernier soupirant en entier, de la première note aux 4 dernières mesures, qui portaient désormais sa signature. La mélodie ne parlait plus de perte, mais de compréhension, de rédemption. Poirot écoutait depuis le seuil, son chapeau dans une main, sa canne dans l'autre. Quand la dernière note tomba comme une goutte d'eau dans un verre plein, il dit doucement « La musique s'est arrêtée, mais l'écho survivra. » Claire se retourna avec un sourire calme. « Merci, monsieur Poirot. »« Au contraire, dit-il. Merci d'avoir touché ce que tant de gens ont tenté de taire. » Et sur ces mots, il partit. Dehors, la mer clapotait doucement, comme au rythme d'une dernière brise.